Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. Nous allons traiter aujourd'hui la deuxième partie de la mécanique des sols relative aux différentes contraintes qui peuvent s'appliquer sur un point donné de sol, notamment les contraintes totales, les contraintes effectives, les contraintes interstitielles. Donc, traitons la thématique ensemble, restez avec moi et si vous avez admiré mon contenu, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur le bouton j'aime. Bon, afin de mieux comprendre la notion des contraintes, on va commencer par des exemples. Donc, l'exemple devant nous, il y a un point M où on cherche à calculer les contraintes, les différentes contraintes. Ce point M est situé à une profondeur notée H par rapport à la surface qui est supposée horizontale. Parfois, dans la littérature, vous allez trouver que la profondeur du point M, c'est noté Z, alors que moi, j'ai choisi de la noter petit h. Le premier scénario que nous allons voir, c'est le scénario où nous avons un sol qui est supposé sec. Même si dans la nature ou bien dans la réalité, c'est quasi impossible de trouver un sol où l'humidité est égale à zéro ou bien le degré de saturation est égal à zéro. Mais pour nous, on va supposer que c'est le cas pour nous et on va voir comment on calcule les différentes contraintes. La première contrainte, en fait, c'est la contrainte totale, notée en général sigma ou bien sigma V en point M. Donc, la formule de cette contrainte, c'est ρ fois G fois H. Le H, comme je viens de dire, c'est la profondeur du point M. Le G, c'est le coefficient de pesanteur. Et le ρ, c'est la masse volumique moyenne des sols traversés. Parfois, s'il s'agit du même sol, on s'intéresse à cette masse volumique de ce sol. Sinon, s'il s'agit de plusieurs, il est nécessaire de prendre en considération les épaisseurs de ces couches ainsi que leur masse volumique. Donc, le sigma Vm, ou bien la contrainte totale, c'est exactement égal à gamma D fois H. Le ρ fois le G, on peut le présenter sous forme de gamma D. Le petit d, en fait, ça réfère au caractère sec. En anglais, bien sûr. Sec, en anglais, c'est dry. D'accord? En ce qui concerne la contrainte interstitielle, ça, c'est la contrainte exercée par l'eau sur les éléments constituant ce sol. Et tant qu'on n'a pas d'eau dans cette situation, on parle d'un sol qui est sec. Donc, il y a l'absence totale des particules d'eau. Du coup, la contrainte interstitielle, ça sera égal à zéro, tout simplement. L'autre contrainte qui est à considérer aussi, ou bien c'est celle qu'on utilise comme étant la contrainte finale avec laquelle on fait le calcul des semelles ou bien le calcul géotechnique donné. Donc, c'est la contrainte effective. Elle est égale à la contrainte totale moins la contrainte interstitielle. Donc, c'est ça, sa formule par définition. Et tant qu'on a le UM, ou bien la contrainte interstitielle est égale à zéro, donc la contrainte effective, dans cette situation, seulement, ça sera égal à la contrainte totale, qui est gamma D fois H. J'aime bien vous expliquer un peu la contrainte interstitielle. Ça veut dire quoi? Je viens de dire qu'en fait, c'est la pression exercée par l'eau de manière ascendante sur les grains de sol ou bien sur les particules de sol. Et c'est exactement cette contrainte qui exerce l'effort ascendant sur les éléments qui ont une masse volumique très faible, de telle sorte qu'ils les laissent flottants sur la surface de l'eau. D'accord? Donc, voilà, nous, on cherche la contrainte qui est exercée sur le point M de manière descendante. C'est clair? C'est-à-dire du haut vers le bas, c'est quoi la contrainte qui est exercée sur le point M. Mais lorsque cette formation contient de l'eau, il y aura une force ascendante, soi-disant, qui va pousser les sols vers un sens ascendant ou bien montant. Du coup, il est nécessaire de la retrancher de la contrainte totale afin d'obtenir la contrainte effective finale. Le deuxième cas que je vais traiter avec vous, c'est le cas où nous avons un certain degré de saturation, c'est-à-dire il y a de l'humidité ici, il ne s'agit pas d'un sol sec à 100%, il ne s'agit pas d'un sol qui est saturé, c'est-à-dire on parle d'un certain pourcentage de l'eau. Le vide constituant le sol, il est à un certain pourcentage rempli de l'air gazeux et à un pourcentage de l'eau. C'est clair? Et on va travailler sur le même exemple en fait, c'est-à-dire la même profondeur petit h et le même point
qui nous concerne. Donc, la contrainte totale dans cette situation, il sera égal à gamma H fois le H, ou bien la profondeur. Donc, on a utilisé la dernière fois le gamma D relative au gamma sec. Maintenant, on utilise un nouveau paramètre qui est le gamma H. C'est quoi la formule de gamma H, ou bien comment on peut l'expliquer? C'est ça ce qu'on va voir tout de suite. La contrainte interstitielle, elle est supposée égale à 0 ici. Pourquoi j'ai écrit en rouge qu'il s'agit d'une supposition? Parce que le sol n'est pas saturé. Tant que le sol n'est pas saturé, on suppose que l'effet des petites quantités d'eau qui sont renfermées dans les vides de ce sol, il exerce un effort qui est jugé très marginal, de telle sorte qu'on peut le négliger. C'est pourquoi on dit que la contrainte interstitielle, c'est égal à 0 lorsqu'il ne s'agit pas d'un sol qui est saturé. C'est-à-dire, il y a l'absence de la nappe d'eau. Même s'il y a un certain pourcentage de l'eau entre les vides de ces grains, on néglige sa pression verticale ascendante sur le dit sol. Finalement, la contrainte effective de la même manière, tant que la formule elle est unique, elle est valable toujours. Donc c'est sigma V moins U sur le point M, bien sûr. Le UM, c'est égal à 0. Et du coup, de la même manière, la contrainte effective est égale à la contrainte totale. Donc, je rebondis sur le gamma H. Le gamma H, en fait, ça prend en considération le poids volumique des éléments solides, soi-disant secs. Et on doit lui ajouter le poids des éléments, ou bien tout simplement le poids de l'eau. C'est-à-dire les éléments de l'eau contenus dans les vides de ce sol. Donc la formule, ça sera bien évidemment celle-ci. Le gamma sec plus le gamma sec multiplié fois la teneur en eau. D'accord? Donc c'est une formule logique en fait, parce que il est nécessaire de prendre en considération de la partie sec, ou bien solide soi-disant, et on doit lui ajouter le poids de la partie humide sous forme d'eau. Dernièrement, nous parlerons de la situation où nous avons le niveau de la nappe coïncider avec le niveau de la surface, soi-disant. C'est-à-dire, il y a une nappe ici qui est affleurante, soi-disant. Donc, toujours le même point, la même profondeur, sauf que le degré de saturation, bien sûr, elle est égal à 1 pour cette situation. Donc, la contrainte totale ici, il sera exprimé comme suit. C'est exactement gamma sat, ou bien gamma saturé, fois le H. Donc, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la hauteur, mais en ce qui concerne le poids volumique des éléments constituant cette partie-là, donc il ne s'agit pas seulement du sol, mais il s'agit du sol plus de l'eau. Pourquoi c'est exprimé gamma sat? Parce que tout simplement, tout le vide contenu dans ce sol, il est rempli à 100% par de l'eau, vu l'existence de la nappe, bien sûr. Donc, la contrainte interstitielle ici, il ne sera pas négligée parce qu'on a en fait la nappe. Donc, tout le vide, il est rempli par de l'eau. Du coup, la pression qui sera exercée par l'eau sur les particules de sol, il sera bien sûr considérée. Et il est sous forme de gamma W multiplié fois la hauteur. Donc le gamma W, c'est en fait le poids volumique de l'eau tout simplement. Le W, ça réfère à l'appellation de l'eau en anglais, water. Du coup, on multiplie le poids volumique de l'eau fois la hauteur pour obtenir cette pression ou bien contrainte interstitielle. C'est clair? Bien sûr, c'est exprimé en Pascal. L'ensemble de ces contraintes, c'est exprimé en Pascal. Finalement, la contrainte effective, on garde la même formule, sigma V moins le UM. Donc ici, il y a un nouveau paramètre qui apparaît, c'est le gamma prime. Donc lorsqu'on va faire la soustraction entre le sigma VM et le UM, on aura gamma sat moins gamma W. Le poids volumique saturé moins le poids volumique de l'eau. Et c'est exactement ce qu'on note gamma D, le poids volumique déjaugé. Si vous souhaitez savoir comment on calcule le gamma sat, voilà sa formule. Mais soulignez avec moi la dernière formule en fait. Le gamma sat, c'est le poids volumique de l'eau plus le poids volumique solide. Si on souhaite afficher cette formule ou bien obtenir cette formule moyennant les autres paramètres de l'exercice, c'est tout simplement le poids solide plus le poids du vide fois le gamma W. Donc tout le vide, le VV ici, le volume des vides, il doit être multiplié par le poids volumique de l'eau. Parce que tout le vide est rempli par de l'eau.
Et bien sûr, le tout, le solide plus de l'eau, ils doivent être divisés par le volume total. Ceci va nous donner le gamma sat. C'est tout simplement ça. Passons maintenant à un exercice particulier afin d'inculquer les éléments qu'on vient de voir. Donc, la question ici, ou bien ce qui est demandé, c'est de calculer la contrainte effective appliquée sur le point M. Voilà ici, nous avons la nappe souterraine, mais il n'est pas coïncidé avec la surface. Donc, nous avons une nappe qui apparaît après 1,5 mètre. Et nous avons 3 mètres de hauteur ou bien de profondeur par rapport au point M, c'est-à-dire entre le niveau de la nappe et le point M. Nous avons un certain nombre de données qui sont fournies par l'exercice. En fait, les données, ils peuvent différer d'un exercice à un autre. Parfois, ils vous donnent les masses volumiques, la teneur en eau. Parfois, ils vous donnent le gamma sat. Parfois, ils vous donnent le gamma D, etc. Donc, bien sûr qu'il est toujours possible de jongler entre ces paramètres afin de trouver les différentes contraintes. Donc, afin de trouver la contrainte effective, il est nécessaire de passer par la contrainte totale, puis calculer la contrainte interstitielle ou bien la pression interstitielle, faire la différence entre ces deux pour obtenir finalement la contrainte effective. Bon, la contrainte totale, elle doit être calculée comme suit. Tant que nous avons deux parties ici, il est nécessaire de différencier entre elles. Donc, la première partie sur 1,5 m, c'est une zone où on va considérer que le sol elle est humide. En fait, nous avons ici une petite remarque. La zone non saturée, c'est-à-dire la zone entre la surface et le niveau de la nappe, elle contient une certaine teneur en eau de 22%, c'est-à-dire il s'agit d'un sol qui est humide. Donc, il est nécessaire d'utiliser le gamma H, le multiplier fois la profondeur 1,5 pour la première partie, et on doit lui additionner ou bien lui ajouter le gamma saturé multiplié fois les 3 mètres. C'est clair? Donc, le calcul de gamma H, ça se fait comme suit, en utilisant la formule que je viens de vous expliquer. Nous avons ici la teneur en eau, nous avons le gamma D, on peut le calculer facilement. Voilà sa formule. C'est la masse volumique des sols. On parle de la masse volumique sèche, bien sûr. On va la multiplier fois G et on multiplie de tout fois 1 plus 0,22. Et on obtient vers la fin 20 130 newtons par mètre cube. On utilise le gamma H dans la formule que nous avons obtenue et on trouve vers la fin une contrainte totale sigma V dans le point M qui est égale à 90,195 kPa. La contrainte interstitielle, je viens de dire que c'est tout simplement le gamma de l'eau, ou bien le gamma W, multiplié par la hauteur concernée par la nappe. Pour cette situation, nous avons la profondeur de 3 mètres, du coup on obtiendra 30 kPa. Vers la fin, on ne fait que la soustraction entre la contrainte interstitielle et la contrainte totale, c'est-à-dire sigma Vm moins Um. Le tout, ça sera égal à 60,195 kPa. Finalement, je vous propose un petit tableau qui englobe l'ensemble des formules ou bien la relation entre l'ensemble des paramètres de la mécanique des sols. Normalement, je devais le faire au niveau de la vidéo précédente où j'ai parlé sur les notions de base de la mécanique des sols, mais vous pouvez le garder quand même, faire un screen et le garder chez vous. C'est très utile. Donc, merci à vous. À la prochaine.